Il existe des silences plus bruyants que des explosions. Il existe des mouvements que l'œil ne voit pas, mais que le cœur d'un patriote ressent avant qu'ils ne deviennent des orages. Au Burkina Faso, ce genre de pressentiment ne s'ignore pas. Pas quand le pays porte encore les cicatrices des trahisons passées. Pas quand les ennemis, tapis dans l'ombre, s'agitent à nouveau. C'est dans ce contexte pesant qu'un nom ressurgit. Comme un écho venu du passé, Johanny. Il s'appelle commandant Johanny. Officiellement, il n'a plus aucun pouvoir. Il a quitté la Sonabi, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures depuis la chute de Damiba. Officiellement, il est dans les affaires. Officiellement, il est loin. Mais au Burkina, on apprend vite que ceux qui ont connu la chaleur du pouvoir ne s'éloignent jamais vraiment de la flamme. Et Johanny, lui, joue avec le feu. À Ouagadougou, tout semble calme en surface. Le peuple tente de reconstruire. Le pouvoir en place, dirigé par le capitaine Traoré, multiplie les initiatives pour restaurer la souveraineté. Mais dans les tréfonds du système, des choses bougent. Discrètement. Lentement. Comme une eau stagnante qui cache un courant violent en profondeur. C'est là que le commandant Yabré entre en scène. Yabré n'est pas un homme de lumière. Il n'aime pas les micros. Il n'apparaît que rarement dans les cérémonies officielles. Mais dans les cercles de sécurité, son nom est murmuré avec respect, et parfois avec crainte. Il dirige les services de renseignement comme un joueur d'échecs déplace ses pièces, sans bruit, mais avec précision. Il ne parle pas beaucoup, mais il écoute tout. Et depuis plusieurs semaines, ce qu'il entend ne lui plaît pas. Des bribes d'informations remontent. Un ancien militaire réapparaît soudainement à Bobo-Dioulasso. Un transfèrement d'argent depuis Abidjan vers des comptes au nord. Un téléphone satellitaire intercepté avec des coordonnées suspectes. Rien de suffisant pour accuser. Mais trop d'indices pour rester inactif. Le commandant convoque une réunion restreinte. 3 officiers, un analyste cyber, et un agent infiltré. Il passe en revue les fichiers classifiés. Les mouvements bancaires, les messages codés extraits de télégrammes et signal. Puis un mot tombe, froid, tranchant, Diapaga. La salle se fige. Diapaga, une petite localité de l'Est. Zone calme, mais hautement stratégique. Une garnison militaire y est stationnée. Une zone frontière. Un couloir logistique vers le Niger, mais aussi vers la Côte d'Ivoire. Pourquoi Diapaga? Pourquoi des mouvements anormaux autour de cette ville? Et surtout, pourquoi maintenant? C'est à ce moment-là qu'apparaît la connexion avec Johanny. Un ancien chauffeur militaire, en cavale après un scandale de carburant volé, est arrêté à Banfora. Son téléphone, fouillé par les experts en cybersécurité, contient un enregistrement audio. Une voix y parle, presque calmement, d'un plan pour faire tomber une ville sans tirer une balle. Une voix familière. Les ingénieurs s'en confirment, il s'agit bien de Johanny. Dans l'enregistrement, il évoque la corruption de quelques officiers fatigués. La pression sur les familles des soldats. Et surtout le soutien discret de contacts étrangers. La voix parle d'une opération à lancer dans les 2 prochaines semaines. C'est un choc. Le commandant Yabré comprend, ce n'est plus une hypothèse. C'est une réalité. Dès lors, une course contre la montre s'engage. Une équipe spéciale est envoyée à Diapaga. En civil. Équipée de micros directionnels, de drones miniatures. Et d'un logiciel d'espionnage récemment développé en partenariat avec un pays ami d'Afrique de l'Est. Objectif. Identifier les complices sur le terrain. Pendant ce temps, à Ouaga, une cellule de crise s'active 24h24. On cartographie les anciens contacts de Johanny. On surveille ses proches. On intercepte les signaux. Mais surtout, on garde le silence. Car le piège ne peut fonctionner que si les ennemis pensent que personne ne les regarde. En quelques jours, la liste s'allonge. Un sous-officier de la garnison de Diapaga, qui reçoit de mystérieux virements depuis un compte à Abidjan. Un ancien député, jadis proche de Damiba, qui multiplie les allers-retours entre Ouaga et Accra. Une femme, directrice d'une petite ONG, en contact régulier avec un diplomate français connu pour son appétit géopolitique. Chaque nom est un fil. Chaque fil mène à une toile plus grande. Et dans cette toile, Yabré découvre quelque chose de plus inquiétant encore, des connexions internationales. L'affaire prend une autre dimension.
Des messages cryptés entre des téléphones ivoiriens et burkinabais évoquent le moment de la rupture, la reprise de contrôle. Et même un mystérieux général Langlais. Le nom fait tilt. Ce serait un haut gradé d'Africom, la structure militaire américaine opérant sur le continent africain. Le commandant Yabré n'accuse personne à la légère. Mais il sait une chose, trop de coïncidences tue l'innocence. Un plan est donc lancé. Opération Silence Rouge. Objectif, infiltrer, neutraliser, démanteler. En silence. Sans panique. Avant que le piège ne se referme, sur la nation entière. On ne choisit pas un champ de bataille au hasard. Chaque lieu porte un message. Chaque attaque cache une intention. Diapaga. C'est bien plus qu'un point sur une carte. C'est une balise stratégique. Une plaie non cicatrisée. Un symbole qu'on voulait faire saigner à nouveau. Mais dans cette partie d'échecs mortels, chaque pion pouvait devenir une bombe. Diapaga. À première vue, une petite ville de l'Est, bercée par les murmures du vent sahélien. Des marchés tranquilles, des femmes aux foulards colorés. Des enfants jouant à l'ombre des manguiers. Rien ne laissait présager qu'ici, le sort du Burkina Faso allait se jouer dans l'ombre. Et pourtant, depuis plusieurs jours, les militaires stationnés dans la garnison locale sont nerveux. L'ambiance a changé. Ce ne sont pas des tirs qui résonnent. Non. Ce sont des silences prolongés, des regards fuyants, des conversations chuchotées au téléphone. Le commandant Tapsoba, en poste à Diapaga, reçoit un message crypté du commandant Yabré. Nous savons. Restez en place. Ne déclenchez rien. Le piège est presque mûr. L'unité d'infiltration déployée par Yabré commence sa moisson d'indices. Ils sont 3 agents. Pas en uniforme. Pas armés de fusils. Leur seule arme, l'écoute. Leur méthode est simple, se fondre dans la ville. L'un devient vendeur de cartes SIM. L'autre se fait passer pour un mécanicien. Le dernier infiltre une petite radio communautaire. En quelques jours, il dresse la carte complète des conversations douteuses, des habitudes suspectes, des allées et venues nocturnes. Il repère un bar, à la sortie nord de la ville. Le bar Le Détour. Lieu de rendez-vous discret de certains soldats et d'un homme jamais vu auparavant. À la peau claire et à l'accent étranger. Il se fait appeler Mika. Ce qu'il découvre ensuite glace le sang du commandant Yabré. Grâce à un micro dissimulé sous la table d'un des box du bar. L'équipe capte une conversation troublante entre Mika et 2 hommes en treillis. Le carburant est en route, les armes suivront par le nord. Vous n'avez qu'à faire tomber la garnison de l'intérieur. Une fois ça fait, nos gars prendront le relais. Les armes, le carburant et le plan. Tout concorde. Diapaga n'était que le premier domino. Mais le plus effrayant, c'est cette autre phrase, chuchotée à la fin, presque imperceptible. Le général Langlais en personne nous a donné feu vert. Africom n'interviendra pas. Tant que ça reste une opération noire. Dans la garnison de Diapaga, 2 noms remontent en boucle, le lieutenant Barrault et le sergent Ouattara. Des hommes réputés stables, mais qui semblent avoir changé depuis peu. Des dépenses soudaines. Une nouvelle moto. Une montre de luxe. Et surtout, des absences inexpliquées. Yabré décide de les piéger. Une fausse opération est montée. On simule un transfert d'armes dans une zone voisine. Le but? Voir qui transmettra l'info à l'ennemi. Résultat, 2 heures plus tard. Mika évoque dans une conversation enregistrée le convoi fantôme de demain. C'est clair, les taupes sont identifiées. Le commandant Yabré donne le feu vert pour le verrouillage. L'unité antiterroriste quitte discrètement Ouaga, en hélicoptère. Arrivée à 3h27 du matin dans les collines à 10 km de Diapaga. Une deuxième équipe, issue du RSP reformé, se positionne à l'intérieur même de la ville. Déguisée en agents humanitaires. L'ordre est simple. On ne tire pas. On attrape. On interroge. On expose. Il ne s'agit pas seulement de neutraliser le plan. Il s'agit de le démontrer. De montrer au peuple que le pays est infiltré par des forces hostiles et que des Burkinabés, pour quelques millions, sont prêts à le livrer. Le 14 avril 2025, à 5 heures du matin, la garnison devait être prise. Les traîtres prévoyaient de saboter le générateur électrique.
de simuler une attaque terroriste, et de tirer dans le dos des officiers loyalistes. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'à 4h45, leurs chambres sont déjà encerclées. Ils sont maîtrisés, drogués, surpris dans leur sommeil. À 6h, Mika est arrêté au bar. Il tente de fuir vers la frontière ivoirienne. Trop tard. Et dans son téléphone, des photos, des contacts, des notes vocales avec une voix, qui sera reconnue plus tard comme celle de Johanny lui-même. Sous interrogation musclée mais légale, Mika lâche tout. Johanny voulait créer un effet domino. Diapaga, puis Tankodogo, puis Ouaga. Il avait le soutien de plusieurs anciens hauts cadres. Et des promesses de protection si ça marchait. Yabré, dans son bureau, reste impassible. Il ne laisse jamais paraître ses émotions. Mais dans ses yeux, une lueur froide s'allume. La traque n'est pas terminée. Le 15 avril, à 20h, la voix de l'AES diffuse un message spécial. Le Burkina Faso a frôlé le chaos. Une nouvelle tentative de déstabilisation, orchestrée depuis l'étranger avec la complicité d'anciens traîtres, vient d'être neutralisée grâce à la vigilance de nos forces. Le commandant Yabré et ses hommes ont agi sans bruit, sans panique. L'heure est à la vigilance. L'heure est à la souveraineté. Le peuple applaudit. Mais Yabré, lui, ne se satisfait jamais de l'instant. Il sait que l'ennemi est blessé, mais pas mort. Pluie fine, coup de tonnerre lointain. Bruit d'archives qu'on feuillette. Une porte métallique se referme. Chaque trahison a un prix. Mais parfois, c'est celui qui a trahi qui croit fixer le tarif. Johanny avait des millions. Il avait des connexions. Il avait des promesses venues de l'extérieur. Mais ce qu'il n'avait pas, c'était le peuple. Et dans ce pays, quand le peuple reprend la parole, aucun dollar ne suffit à acheter le silence. Pendant que Diapaga se réveille de justesse après sa nuit d'angoisse, une chasse à l'homme s'organise en silence. Johanny, l'ancien DG de la Sonabis ou d'Amiba, a senti le vent tourner. Depuis 3 jours, il ne dort plus à la même adresse. Il communique par signaux cryptés. Change de véhicule toutes les 2 heures. Se fait protéger par une escouade privée composée d'ex-mercenaires venus du Libéria. Il se croit invulnérable. Protégé par ses anciens réseaux. Soutenu, croit-il, par certains lobbies étrangers. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il est déjà localisé. Le commandant Yabré a déclenché une cellule spéciale, l'âme silencieuse. Une unité invisible. Discrète. Qui ne parle pas. Qui ne rate jamais. C'est un homme qu'il appelait petit frère. Un ancien chauffeur, qu'il pensait loyal, qui vendra l'info. Pas pour de l'argent. Pour l'honneur. Pour le pays. Il m'a humilié. Il a volé pendant que nous, on mangeait du riz sec. Il disait que c'est comme ça que marche le monde. Il fallait que ça s'arrête. Grâce à lui, l'équipe de Yabré apprend que Johanny se cache dans une villa sécurisée à Kokologo, dans le centre-ouest. Une propriété sans nom, sans adresse officielle. Mais avec une piscine creusée et une salle de conférence en sous-sol. La nuit du 18 avril, à 2h, l'assaut est lancé. Silence total. Aucune balle tirée. Chaque pièce est prise une à une. Les gardes sont endormis grâce à un gaz paralysant diffusé par la climatisation. À 2h18, Johanny est trouvé dans son bureau. Il tentait d'effacer des fichiers sur une clé USB. Trop tard. La clé est intacte. Et ce qu'elle contient va faire l'effet d'un séisme dans tout le Sahel. Des contrats. Des virements bancaires. Des courriels. Des plans chiffrés de prise de pouvoir, avec des dates, des soutiens extérieurs. Des promesses de restructuration économique post-coup. Mais surtout, une lettre manuscrite. Signée. Adressée à un diplomate occidental. Une fois le pouvoir en main, nous garantirons les concessions minières. Nous reviendrons à un modèle de coopération traditionnelle. Fin de l'aventure souverainiste. C'est cette lettre que Yabré lit en silence. Le lendemain matin, en sirotant son café noir. Il ne dit rien. Il se contente de glisser la lettre dans un dossier rouge, estampillé. Le 20 avril 2025, le procès exceptionnel de Johanny s'ouvre à Ouagadougou. Il est retransmis en direct par la voix de l'AES. Le pays tout entier regarde. Johanny nie tout. Il parle d'un piège politique. D'un coup monté contre lui. Il accuse même
Yabré d'avoir des ambitions de pouvoir. Mais les preuves sont là. Les enregistrements audio. Les virements. Les aveux de Mika. Les documents confidentiels. Le procureur n'a besoin que de 37 minutes pour dresser le portrait accablant du complot. Ce n'est pas seulement une tentative de coup d'État. C'est une vente aux enchères de notre indépendance. Johanny a voulu transformer le pays en marchandise. Dans les rues, la colère monte. Des jeunes manifestent pacifiquement mais fermement. Ils portent des pancartes. Le Burkina n'est pas à vendre. Yabré, notre bouclier. AS ou rien. Une femme prend la parole devant les caméras, la voix tremblante. Ils ont tué nos fils pour de l'or. Ils veulent recommencer. Mais cette fois, on est debout. Même si on doit mourir debout. Le 24 avril, à 18h, le verdict tombe. Johanny est reconnu coupable de haute trahison, intelligence avec des puissances étrangères hostiles, tentative de déstabilisation de l'armée, blanchiment d'argent dans un but terroriste, peine, prison à perpétuité, dans une cellule isolée, sans possibilité d'amnistie. Il est conduit immédiatement vers une prison spéciale, surnommée le silence. Mais Yabré n'en fait pas un trophée. Pour lui, ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Il sait que d'autres attendent dans l'ombre. Que d'autres noms sortiront. Et il le dit clairement, dans un message au peuple. Le Burkina n'est pas en guerre contre un homme. Il est en guerre contre un système. Un système de compromission, de soumission, de trahison. Ce système tombera. Un à un, nous les désignerons. Un à un, nous les jugerons. Ainsi se termine la page de Johanny. Une page noire, tachée de sang invisible, de deals honteux et de rêves brisés. Mais le livre du peuple burkinabé, lui, continue de s'écrire. Et tant qu'il y aura des hommes comme Yabré, ce livre ne sera jamais écrit en français, ni en anglais, mais en mour, en dioula, en fulfulde. Et surtout, en dignité.